sur la page Facebook de condolégal.com. J'espère que cette fois, ça va fonctionner. Nous avons eu un problème technique. Voilà, cette fois, ça fonctionne. Nous sommes là en direct. C'est François Sellier qui vous parle. Aujourd'hui, bonsoir à tous. Désolé pour ce retard. Il y a eu un pépin qui échappe à notre contrôle. Parfois, les mystères de l'informatique, les mystères de Facebook, les mystères de l'Internet font leur œuvre et nous en sommes les victimes. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que maintenant, tout est rétabli. Nous sommes là. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, la web radio traite des copropriétaires qui harcèlent et des administrateurs qui abusent. Alors vraiment, là, on a un sujet en or aujourd'hui. Et pour en discuter, je suis avec Valérie Couture, gestionnaire de copropriété chez Condo Stratégie, ainsi que, bonsoir Valérie. Bonsoir. Ainsi que Maître Émilie Séguin, avocate en droit de la copropriété au cabinet Terrien Couture Jolicoeur. Bonsoir, Maître Séguin. Bonsoir, M. Sellier. Alors, j'ai oublié de mettre avocate au titre de Maître Séguin, mais vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Étant donné les problèmes techniques, on a tenté de vous rejoindre le plus vite possible. Donc, c'est fait. On s'excuse encore une fois. On ne se mettra pas à genoux, mais on s'excuse. Bon. Je vous rappelle, chers auditeurs, que pendant toute la web radio, vous pourrez poser vos questions à nos invités qui y répondront avec diligence, comme un terme qu'on emploie en droit de la copropriété, n'est-ce pas? Très souvent, effectivement. On l'emploie souvent, hein, ce terme. Donc, les copropriétaires harceleurs et les administrateurs abuseurs, avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même rappeler à nos auditeurs, et là, ça va être un peu difficile de le faire, on va laisser tomber. Je voulais vous dire que les émissions, la web radio est en rediffusion sur condolégal.com. Vous allez sur la page d'accueil, vous cliquez sur la bannière qui est située en haut à gauche et vous allez revoir toutes les diffusions, toutes les web radios diffusées précédemment, dont celle-ci qui sera mise en ligne demain sur condolégal.com. Donc, la vie en copropriété exige une dose d'empathie et de diplomatie. Hein? Qu'on soit administrateur ou copropriétaire, il faut comprendre que l'immeuble est la propriété de tous. Il y a donc une notion de partage, laquelle va s'appliquer à diverses situations. Très souvent, les personnes qui ont choisi ce concept résidentiel collectif oublient que les autres copropriétaires sont eux aussi des êtres humains qui ont des besoins, ressentent des craintes, des appréhensions. Trop souvent, les conflits entre eux auraient pu être évités par la simple communication. Plusieurs copropriétaires et administrateurs s'envoient des mises en demeure, des poursuites avant même d'avoir tenté un contact, un rapprochement, une rencontre pour résoudre un différend. Malheureusement, nous ne sommes pas en Ontario où les élus de cette province ont créé un tribunal de la copropriété afin d'entendre un certain nombre de différends relativement faciles à résoudre et à peu de frais. Au Québec, il faut encore aller au tribunal, ça coûte cher en frais d'avocat, ça engendre du stress, ça laisse des traces entre les personnes concernées. Mais il y a aussi la médiation, qui est un concept très intéressant en droit, à la condition que toutes les parties impliquées s'engagent à la médiation, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul, ça prend tout le monde. Hein? En somme, si tout le monde met son ego de côté lors d'une situation conflictuelle, ce n'est pas toujours évident à faire, je le sais. Mettre son ego de côté, c'est facile à dire, ou mettre ses contrariétés puis son sentiment d'injustice de côté, ce n'est pas toujours facile, mais dans la communication, on trouve souvent des solutions qu'on n'avait probablement pas soupçonnées au départ. Alors, la vie en copropriété, si on communique davantage, s'en portera mieux. Je rappelle que l'avocat émérite en droit de la copropriété devait être présent ce soir, mais il a dû s'absenter pour une raison qui échappait à son contrôle. On s'en excuse aussi. Mais nos deux invités vont combler ce manque avec brio, j'en suis certain. L'avocat émérite quand même, Yves Jolicoeur, invite les conseils d'administration à ne pas se dérober de leurs obligations à résoudre des conflits entre copropriétaires parce que même si les administrateurs sont des gens bénévoles, ils souvent préfèrent se défiler et ne pas gérer ces conflits. Ils en ont déjà assez comme ça. Ces gens-là travaillent. Ils ont en plus le fardeau d'administrer la copropriété. C'est un fardeau lourd de responsabilité. Mais ce que dit Maître Jolicoeur, c'est que les administrateurs sont les gardiens d'une déclaration de copropriété et ils doivent interdire ce genre de comportement parce que si un conflit s'installe dans un immeuble, celui-ci s'en voit dévalorisé. Alors, bien des gens n'iront pas s'installer dans une copropriété où il y a des conflits entre les personnes
si on demande d'avoir les procès-verbaux des 3 dernières assemblées générales de copropriétaires et qu'on constate qu'il y a des poursuites, que ça se crève le chignon, c'est pas très intéressant. On n'a pas envie d'acheter là. À moins d'être masochiste, là, on va aller ailleurs. M. Séguin, la première question, vous me disiez en pré-entrevue hier que vous gérez actuellement un dossier qui oppose les administrateurs d'une copropriété au copropriétaire. Le promoteur accepte de procéder aux travaux de réparation parce que l'immeuble a des défauts de construction, mais les administrateurs s'y opposent. C'est la première fois que j'entends ça, cette histoire-là. Mais Séguin, pourriez-vous nous en dire davantage? De quoi il s'agit au juste? En fait, sans entrer trop dans les détails, là, effectivement, normalement, c'est l'inverse qui arrive. Donc, les copropriétaires constatent des problématiques dans le cadre, en fait, dans l'immeuble, et puis doivent vraiment agir avec célérité. Donc, quand on découvre qu'il y a des vices, soit des vices cachés, des vices de construction, c'est important là, d'en discuter avec notre conseil d'administration. Et puis, effectivement, là, des fois, il y a des cas comme celui-là où on voit que les administrateurs ne veulent pas bouger. Et puis, pour X, Y raison, là, souvent, on ne finit jamais par le savoir, en fait. Là. Mais normalement, effectivement, c'est l'inverse. On court après le promoteur pour qu'il vienne effectuer les travaux requis à l'immeuble, alors que dans ce cas-là, effectivement, c'est l'inverse qui arrive. Le promoteur dit oui, je suis prêt à aller voir c'est quoi les problématiques, à effectuer les travaux. Et puis, finalement, on se rend compte que les administrateurs refusent tout bonnement là, de donner accès à l'immeuble au promoteur pour qu'il puisse effectuer ses expertises, premièrement, et puis, dans un second temps, potentiellement, les travaux. Il y a souvent des cas comme ça où on voit, en fait, malheureusement, de plus en plus, on en voit des cas où certains administrateurs, soit par manque d'éducation en lien avec la copropriété ou tout simplement là, par manque de bonne foi. Puis c'est pas ce que je dis là, par rapport à ce dossier-là en particulier, mais juste en général, là, on le voit de plus en plus en fait qu'il y a des problématiques parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de copropriétés, là, surtout dans la grande région de Montréal, dans la grande région de Québec. On en voit de plus en plus. Donc c'est sûr qu'il y a cette problématique-là en lien avec certains administrateurs, mais effectivement, pour reprendre le titre de notre rencontre de ce soir, donc les copropriétaires, entre eux aussi, là, on en voit de plus en plus des problématiques d'harcèlement. Oui. Alors, des harcèlements, ça peut aller loin, là. Hein? Oui. Et pourriez-vous peut-être nous parler, Mathilda, un peu du concept de harcèlement en copropriété, là? Qu'est-ce que du harcèlement en copropriété? Ben, en fait, c'est un comportement là, qui est vraiment volontaire. Donc, un copropriétaire, par exemple, ou un administrateur qui harcèlerait, c'est un comportement qui va être volontaire, qui généralement va s'échelonner sur une certaine période de temps. Donc, ce n'est pas obligatoire là, que ce soit répétitif, mais généralement, ce que nous, on voit là, dans la pratique, c'est que c'est des gestes qui vont être répétitifs. Ça peut être des actes, des paroles. Donc, ce n'est pas simplement là, des paroles. Généralement, ça va être un mélange là, des deux. Souvent, on voit des voisins qui vont se filmer à l'aide de caméras, des gens qui vont mettre leur véhicule de façon à empêcher leurs voisins de mettre leur véhicule dans leurs espaces de stationnement. Ça va être également là, carrément là, des candidatons. Donc, on va aller voir les voisins, on va dire des faits qui sont en fait faux sur le copropriétaire en question. Donc, finalement, on fait plusieurs gestes là, pour harceler la personne. On peut aller la voir, lui dire des insultes. Donc, c'est vraiment ce qu'on voit le plus souvent, mais il y a aussi le tapage nocturne qui est une problématique majeure dans le cadre de plusieurs copropriétés. Là. Oui. Donc, c'est en fait plusieurs problématiques comme ça qui peuvent revenir. Nous, ce qu'on dit à nos clients dans ce temps-là, c'est avant même d'établir un diagnostic, prenez vraiment le temps prenez un calepin carrément, là, puis écrivez chaque fois que vous vous sentez harcelé. Donc, la date, l'heure, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait. J'avais un client, par exemple, qui s'était fait même arroser par sa voisine une fois. Oui. Donc, ça peut aller jusqu'aux voies de fait. Là. C'est très Oui, sérieux. parce Donc, qu'un arrosage avec de l'eau, c'est une voie de fait? C'est oui, on considéré n'a pas comme le une voie de droit, on n'a pas le droit là, d'arroser des individus comme ça. On ne peut pas le faire. Donc, on prend un objet finalement là, pour atteindre quelqu'un d'autre. Donc, on n'a pas le droit de le de faire. faire ça. Ouais. Parce que c'est une forme d'agression et d'intimidation, d'une certaine manière. Hein, c'est Oui, ça? tout à fait. C'est comme ça. Euh, sans aller trop loin dans le dossier, évidemment, parce que c'est confidentiel, tout ça, mais c'est quand même curieux. Est-ce que finalement, est-ce que dans une situation comme celle-ci, on peut penser que les administrateurs
peut-être pas au courant de comment ça fonctionne, une copropriété, ou est-ce que ça peut En être... fait, c'est tout simplement, ça peut être ça. Souvent, on voit qu'il y a vraiment un manque de connaissances. Puis dans ce temps-là, souvent, ça va être d'aller chercher justement de l'aide à l'externe. Il y a beaucoup de copropriétés qui sont quand même assez grosses où moi, je dis souvent à mes clients, écoutez, ce serait peut-être une bonne idée là, d'avoir un gestionnaire qui va pouvoir être là, vraiment vous encadrer. Puis là, je Madame Couture en parler là, des Oui, pistes de solutions qu'elle a. Puis elle, évidemment, là, elle en voit beaucoup plus que moi à chaque jour parce que c'est elle qui va gérer, dans beaucoup de cas, ce type de crise-là, de mais, problématiques-là. Maître Couture, je vous cède la parole là-dessus. Parfait. Écoutez, moi, je pense que on a parlé de l'incompréhension et tout ça. On parle que l'habitation de la copropriété, c'est l'habitation la plus convoitée dans les dernières années présentement. Et je crois qu'au départ, les copropriétaires les administrateurs sont souvent des copropriétaires dans la grande majorité des cas. Donc, je crois qu'il y a une incompréhension de la vie en collectivité. Parce qu'on devient une micro-société hein, dans un immeuble à condo. On doit partager nos corridors, on doit partager le stationnement. C'est pas toujours, ça ne fait pas toujours notre affaire, etc., etc. Et souvent, il arrive des situations où c'est une tête d'épingle qui a commencé et ça devient très difficile à gérer. Dans le sens, on parlait d'arrosage et tout ça. Un problème qui est assez important qui fait dresser les cheveux des gens. Souvent, c'est les arrosages pour laver le balcon ou quelqu'un va jeter une chaudière au lieu de prendre une mop. Et là, ça dégouline partout. Là, le problème, à la base, est très, très petit, mais c'est soit que je n'ai pas conscience, soit que ça ne me dérange pas de ne pas avoir conscience. Il y a différents niveaux d'intervention et qui font qu'il arrive des situations dans le cas où le syndicat doit s'en mêler. Effectivement, on en voit beaucoup, des petites situations et tout ça, mais le syndicat doit prendre ses responsabilités, doit tenter de dédramatiser cette situation-là pour que ça se termine le plus rapidement possible. Personne n'est gagnant de se rendre trop loin devant les tribunaux pour aller gérer une petite situation. Il y a quand même des dossiers qui sont plus substantiels, mais un conseil d'administration qui fait son travail, qui est bien balancé dans le sens où il est capable de comprendre les deux côtés en même temps, doit faire son travail absolument et s'assurer de gérer cette situation-là parce que s'il ne le gère pas, comme Maître Jolicoeur l'a précisé dans votre entrée de jeu, ça va aller plus loin et on ne veut pas qu'apparaisse dans des procès-verbaux qu'une situation qui s'étire et s'étire, qu'un dossier légal qui est en cause contre son conseil d'administration et vice-versa. Parce que le conseil d'administration prend les décisions pour le syndicat. Alors, il faut qu'il soit vraiment diligent et il ne devrait pas hésiter à se faire conseiller. Nous, comme gestionnaires, autant mes collègues des autres compagnies de gestion, écoutez, on est là-dedans, journée longue, fait qu'on a une bonne idée, mais même nous, on se réfère souvent à des avocats pour nous aider à prendre une prise de décision pour diriger nos administrateurs. Oui. Une internaute exprime le commentaire suivant. Il serait important de questionner les CO, les CA, je voulais probablement dire les conseils d'administration, sur le harcèlement psychologique, l'acharnement de la part du syndicat à l'égard des copropriétaires sur les infractions, sur les dépenses. Souvent, en copropriété, les administrateurs sont de bonne volonté, qui essaient de faire appliquer le règlement de l'immeuble, qui essaient, c'est pas toujours drôle hein, de faire appliquer le règlement de l'immeuble parce que si, par exemple, vous êtes dans une copropriété qui a, disons, 20 ans d'âge, 22 ans d'âge, et que jamais personne parmi les administrateurs précédents n'ont fait appliquer le règlement de l'immeuble, ont fait une vraie administration. Tout à coup, un conseil arrive et décide de faire les choses comme il faut, mais il y a plein de faux plis qui se sont installés depuis le temps. Et là, le CA qui veut faire les choses comme il faut, veut redresser la situation, ben, il se fait lancer des patates, des tomates, on les critique, on n'est pas content. Maître Séguin, est-ce que vous diriez qu'il faut donner une chance aux nouveaux administrateurs de démontrer qu'ils ont raison d'agir de la sorte? En fait, je pense que chaque cas est un cas d'espèce. C'est, comme vous le disiez plus tôt, c'est un droit, le droit de la copropriété, qui est extrêmement humain. Donc, c'est sûr que si on est habitué avec un CA qui est hyper lousse, puis qui ne va pas s'impliquer, qui va tout laisser aller,
c'est pas d'un point de vue légal, mais d'un point de vue purement humain, là, je pense qu'il faudrait quand même qu'il y ait une gradation de la part du nouveau conseil d'administration, parce qu'effectivement, si on passe d'un extrême à l'autre, il va y avoir des problématiques, les gens ne seront pas contents. C'est sûr qu'il y a une certaine limite là, à atteindre. On ne peut pas non plus dire, bon, mais à chaque fois, il y avait un laisser-aller, donc automatiquement, puis je vais me fermer les yeux sur les premières problématiques qui vont survenir. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est tout simplement qu'il faut vraiment évaluer chaque copropriété, puis voir, c'est quoi la façon qu'on peut utiliser pour en arriver à nos fins, mais sans vraiment chambouler toute la copropriété. Oui. En fait, ce que je voulais dire pour tempérer un peu mes propos, c'est que, disons que le nouveau conseil d'administration qui arrive en poste est constitué de, disons, 3 administrateurs qui sont raisonnables et qui comprennent que la pente est abrupte à remonter et qui doivent y aller doucement et qui font les choses correctement. Valérie Couture, parce que lorsque les administrateurs ne font pas leur travail, il y a des propriétaires qui se plaignent que les administrateurs ne font pas leur travail. Il y a ceux qui disent, ah là, vous nous imposez trop de restrictions, on n'est pas content. Il y a aussi des propriétaires qui se plaignent, qui disent, bien là, ils n'appliquent pas le règlement. Et là, quand les faux plis commencent, bien là, c'est une cascade, c'est une réaction en chaîne. Et plus on attend avant de redresser la situation, plus c'est difficile de le faire, n'est-ce pas, Valérie? Tout à fait, parce que dans un premier temps, quand il y a un changement important de direction, je peux dire, de conseil d'administration, je crois, comme Maître Séguin l'a dit, il faut donner un suivi d'information à nos copropriétaires en disant, bon, on est le nouveau CA, nous, on va prendre, exemple, là, les règlements de déménagement très au sérieux parce que ça nous coûte beaucoup de sous, parce que ce n'est pas respecté, ces choses-là. Mais autant le copropriétaire peut trouver que le conseil est trop sévère, mais là où il applique le règle pour protéger l'édifice et ses occupants, c'est son travail en fait. C'est jamais facile non plus de dire à quelqu'un tu vas payer 250 $ d'amende parce que tu n'as pas réservé ton déménagement. Et là, l'émotion, parce que dans le déménagement, on vient de passer là c'est l'émotion s'en mêle, puis il faut sortir ou rentrer. Mais effectivement, c'est très, très difficile de changer de cap de direction d'un conseil d'administration. Mais on peut aussi avoir des reproches et un copropriétaire serait en droit d'aviser son conseil s'il ne fait pas son travail. Donc, si l'immeuble est laissé il n'est pas bien supervisé, il est pas, je donne des grosses copropriétés ou de la sécurité, on n'a pas de gens qui sont fiables, etc. Il y a des gens qui pourraient dire, écoutez, je me sens lésé, il me manque je manque de confiance chez nous parce que c'est pas bien géré. Les deux choses sont possibles aussi. Hein? Oui, tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que c'est la responsabilité civile des administrateurs là, qui pourrait être mise à mal. Ben oui, effectivement. S'ils ne font pas leur travail. Oui, excusez-moi. Oui, donc s'ils ne font pas leur travail, on ne peut pas tout simplement dire, CA ne faisait rien, donc nous, c'est normal qu'on ne fasse rien parce qu'on ne veut pas brusquer les copropriétaires. Ben non, ça ne fonctionne pas. On a notre propre responsabilité. Et puis à ce moment-là, si on y contrevient et puis qu'on n'effectue pas, en fait, ce qu'il faut faire à titre d'administrateur, les copropriétaires pourraient poursuivre les administrateurs. Voilà, pour manquement à leurs devoirs, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Les administrateurs ont raison d'être fermes à certains égards pour se protéger eux-mêmes. Exactement. Bon, alors. Je peux donner un exemple sur ça, M. Sellier. Oui. Écoutez, avec le coronavirus, ça a amené le confinement, mais le confinement, c'était très facile à faire. OK? Mais le déconfinement en copropriété est tellement difficile, c'est incroyable. Là, on essaie de mettre en place avec les conseils d'administration et chaque conseil d'administration peut prendre sa décision. Fait que chaque conseil, on essaie comme gestionnaire de donner les meilleures options. Mais il ne faut pas oublier que le conseil d'administration, ces décisions de déconfinement, même s'il y a une pression au niveau de certains copropriétaires, le CA, puis Maître Séguin pourra me corriger, là, mais le CA a la responsabilité de s'assurer de la sécurité des occupants et doit faire ça de façon très prudente. Parce que quand on est dans un gros syndicat et qu'on ne fait pas respecter les normes, puis là, on peut extrapoler d'un côté à l'autre, mais on met des choses en place, on met la distension au niveau des chaises sur le bord de la piscine, on se retourne 12 heures plus tard, tout le monde est mélangé ensemble, etc.
il y a vraiment le coronavirus dans la copropriété a vraiment le déconfinement donné du fil à retordre à nos administrateurs. Et nous, comme gestionnaires, on doit les conseiller dans le mieux possible. Mais eux autres sont, comme M. Séguin le dit, sont redevables de leurs décisions et ils doivent s'assurer de prendre le moins de risques possible. Alors, moi, je conseille toujours à mes CA, vous êtes mieux de vous faire reprocher de ne pas avoir trop ouvert rapidement que d'avoir ouvert rapidement quelqu'un qui arrive à une situation. Alors, c'est très important de penser comme administrateur que ce n'est pas juste moi-même, ma propre personne et 2-3 copropriétaires. Exact, exact. Maître Séguin, une question d'un auditeur. Peut-on considérer comme du harcèlement un nombre élevé de courriels par un même propriétaire qui s'adresse au gestionnaire pour remettre en question les décisions prises par le CA? Quelle belle... Ça revient souvent. Ben, Madame Couture Oui, semble elle a réagi. Ça, oui. Souvent, ça revient cette question-là. En fait, il faut vraiment voir en quoi consistent les courriels. Tu sais, si c'est tout le temps les courriels qui sont répétitifs, dans le sens que c'est le même contenu qui revient toujours, ben, je vous donne un exemple justement en lien avec le coronavirus. Il y a des copropriétaires qui disent, ben écoute, moi, là, je veux absolument avoir accès. Il y a beaucoup de copropriétés où il y a des chalets urbains. Bon, moi, je veux avoir accès aux chalets urbains. Donc là, on est, disons, le 1er juillet. On envoie un courriel. Le lendemain, on a eu une réponse qui n'était pas à notre goût ou tout simplement, on n'a pas eu de réponse. Ben, on envoie un autre courriel avec le même sujet. Et là, il y a une répétition, mais c'est toujours la même chose. Bien, ça, effectivement, ça pourrait être éventuellement considéré comme étant du harcèlement. L'envers du décor, c'est que souvent, il y a des copropriétaires où c'est l'inverse, ils vont tout simplement poser plusieurs questions parce qu'ils vont être stressés ou peu importe. Puis là, on va considérer que c'est du harcèlement, mais ça n'en est pas nécessairement parce que, bon, c'est sur des sujets divers ou on veut avoir des documents. Donc, ce n'est pas nécessairement juste la fréquence, mais aussi le contenu des courriels qu'il faut vraiment regarder. Oui, tout à fait. Donc, un même thème répétitif peut être du harcèlement. Disons, des courriels qui contiennent des propos déplaisants, agressifs, ça peut être considéré comme du harcèlement. Ça peut même être considéré comme de l'intimidation, du harcèlement, oui? En fait, il faut vraiment qu'il y ait un caractère, par contre, qui est vexatoire. Il ne faut pas tout simplement que ce soit des courriels, comme je vous dis, qui sont répétitifs. Il faut vraiment que le critère, c'est aussi que le comportement soit vexatoire ou que les paroles soient vexatoires. Donc, souvent, ce qu'on va voir, c'est il va y avoir des courriels où on va voir du racisme, où on va avoir des gens qui vont tenir des propos tout simplement là, qui sont dégradants, à caractère sexuel, ou ça, on en voit fréquemment. Là. Donc, à ce moment-là, effectivement, généralement, c'est considéré comme étant du harcèlement. OK. Et est-ce que... Oui, Valérie? Je voudrais juste faire une boucle parce que vous m'aviez demandé de préparer des idées, des choses comme ça. Oui, tout à fait. Moi, je suis encore surprise des fois, malgré, ça fait 31 ans que je suis dans l'immobilier locatif et copropriété. Je suis encore surprise des fois de voir des choses. Et si vous permettez, je vais vous lire un petit courriel qui dure trois lignes. Oui, allez-y. Le suivi de la situation, c'est le copropriétaire m'appelle pour avoir une référence pour faire une réparation sur son plancher. Je lui dis, je suis très occupée, je vais vous envoyer ça plus tard. Et mon adjointe au commis au compte à recevoir doit lui envoyer un état de compte parce qu'il y a du retard de 3 mois sur son compte qui est payable aux 3 mois. Donc, ce n'est pas la catastrophe, mais le monsieur, suite à la réception de son état de compte, répond « espèce de grogne ». On vous demande une information et plutôt que de donner un service, il faut vous rappeler pour avoir l'info, parce que je n'avais pas envoyé dans les 2 heures qui suivaient, et on reçoit une facture de vous. Dans un premier temps, il ne sait pas que c'est son relevé de compte, on ne lui facture pas son téléphone. Là. Il dit combien vous nous avez chargé. Et je ne vous dois absolument rien du tout et faites attention parce que je n'aimerais pas venir vous voir en personne. Oui. OK? On parle d'une situation là, où il n'y a rien et ma collègue de travail reçoit ce courriel-là. Écoutez, ça parle tout seul. Là. Oui, ça parle de lui-même. Les gens ne peuvent pas tout écrire sur un courriel, tant administrateur que copropriétaire, et il faut quand même rester civilisé à un moment donné. Maître Séguin, justement, est-ce que ça, des insultes, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que des insultes répétées peuvent être considérées comme du harcèlement?
Répéter, bien sûr. Donc, généralement, ce type de copropriétaire-là ne va pas simplement envoyer un courriel de cette nature-là. Il va souvent en envoyer, puis là, justement, la journée qu'il va avoir une réponse, bien, il va se rendre compte, si ça a été fait rapidement, il va se dire, bien, je vais répéter le comportement parce que quand j'agis comme ça, ben, j'ai une réponse plus rapidement. Donc, malheureusement, c'est la mentalité de plusieurs personnes. Donc, effectivement, à la longue, là, ça pourrait être considéré comme étant du harcèlement parce que c'est un caractère, ça porte un caractère qui est vexatoire, là. Ouais. Et est-ce que, Maître Séguin, une plainte pour harcèlement qui se rend au tribunal peut être sévèrement punie? Est-ce que... Sévèrement, c'est sûr que tout est relatif, là. Généralement, les copropriétaires, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller aux petites créances et puis demander des dommages pour tout le stress, dans le fond, qu'ils vont avoir subi. Donc, des dommages moraux, le stress, le trouble, les inconvénients, parce que généralement, comme je vous dis, c'est répétitif. Donc, on ne peut même pas jouir paisiblement de notre unité, là. Puis ça, c'est vraiment problématique. Tu sais, si les gens dorment, puis qu'il y a du tapage nocturne, puis qu'ils ne sont pas capables de dormir, puis que c'est vraiment à chaque nuit que c'est comme ça, c'est terrible, là. Ces gens-là, ils n'ont plus aucune qualité de vie. Tu sais, j'ai des clients là, qui me disent, écoute, Émilie, je ne suis même pas capable de me concentrer. Je veux t'envoyer une chronologie de tous les faits, puis je ne suis même pas capable de la préparer parce que je suis tellement épuisée que c'est trop dur pour moi, il faut que je prenne des journées de congé. Donc, finalement, ça va se finir souvent qu'il va y avoir des gens qui vont devoir aller prendre des antidépresseurs même, donc aller consulter leur médecin. Puis, donc, ça fait partie en fait là, des informations que je vais leur demander quand je vais procéder à l'ouverture du dossier. Donc, est-ce qu'on a un dossier médical qui a été ouvert, le cas échéant, est-ce qu'il y a des antidépresseurs qui sont pris? Donc, justement, comme je vous parlais un petit peu plus tôt, là, une chronologie vraiment très détaillée de tous les faits, là, ça, c'est super important. Mais les montants, malheureusement, ne sont pas très élevés au Québec, on le sait, là, les montants pour les dommages. Donc, généralement, ça va être sous la barre des 15 000 là, donc ça va être entendu à la Cour du Québec, division des petites créances. Donc, si on recherche purement là, une décision qui va être à caractère monétaire, c'est sûr qu'on peut aller aussi en Cour supérieure pour demander à ce que le comportement cesse. Mais là, ça peut être très, très C'est très dispendieux, ardu. prendre beaucoup de temps également, là. Donc, malheureusement, il y en a des décisions où les juges ont vraiment déterminé là, que les copropriétaires avaient harcelé les autres copropriétaires. Mais encore là, puis justement, les juges ont ordonné là, que cessent ces comportements-là, mais les montants ne sont pas faramineux. Là, on parle pas, généralement, là, on ne parle pas de montants très, très élevés. Là. On voit rarement au-delà de 50 000 puis même encore là, comme je vous dis, généralement, c'est sous la barre des 15 000. Des 15 000. Alors, en fait, évidemment, les situations dont on parle, je ne crois pas que vous me corrigerez toutes les deux si je me trompe. Je ne crois pas que ce soit dans la majorité des copropriétés, parce qu'il y a aussi de belles histoires en copropriété entre administrateurs et copropriétaires qui se parlent et qui s'entendent. Les administrateurs veulent faire respecter le règlement de l'immeuble et les copropriétaires qui sont rencontrés, les copropriétaires concernés, se font expliquer les choses, se font expliquer ce qu'on disait tout à l'heure, notamment, nous sommes des administrateurs, nous sommes responsables du bien commun, du bien collectif. Et si, par exemple, j'ai entendu une histoire récemment de terrasses, de plantes qui abîment la membrane, et là, on a dit, le CA a dit, il n'y a plus de plantes, mais pendant des années, les gens ne se sont jamais fait dire que les plantes étaient interdites, et tout à coup, du jour au lendemain, ça le devient. Alors, évidemment, il y a des gens qui réagissent, mais là, souvent, en fait, on ne pense pas toujours au facteur communication, au facteur psychologie. On peut parler aux gens, on peut les rencontrer, leur expliquer pourquoi on fait ça. Parce que souvent, les gens braquent parce qu'ils se sentent agressés, ils se sentent victimes d'une injustice. Donc, on doit, en fait, idéalement, les administrateurs devraient calmer le jeu en proposant un dialogue, en expliquant, et souvent, ça désamorce la situation. Est-ce que je me trompe, Valérie Couture? Non, vous ne trompez pas. Et moi, je suggère toujours à mes administrateurs, avant d'envoyer une amende reliée à un non-respect d'un certain règlement, je conseille toujours de faire un rappel amical en disant, bon, ceci, peut-être qu'il était toléré, mais ne le sera plus, ou vous ne respectez pas telle chose, mais c'est aussi pas le fun de recevoir une amende d'un coup quand on sait très bien que le commun des mortels ne lit pas la déclaration, ne la connaît pas, ne la maîtrise pas, ne connaît pas ses règlements. Je comprends que c'est dans la loi qu'on doit penser qu'ils le savent, mais je pense que
justement, il faut donner une chance aux coureurs, et si c'est toujours la même chose, bien là, on devient un peu plus clair. Et quand ça implique deux copropriétaires, dans les plus gros syndicats de copropriété, on va toujours référer à nos CA de faire intervenir un médiateur. Oui. Tellement de belles opportunités maintenant. On a plusieurs avocats en copropriété qui ont la possibilité d'agir comme médiateur, etc. Et je crois que ça permet de mettre une autre personne que des gens qui vivent dans la même communauté. Fait que si ça implique le CA, ça c'est un must de mettre un médiateur, mais même si ça n'implique pas le conseil, ça devrait être une piste de solution qui est mise de l'avant rapidement afin que ça stoppe les problématiques. Parce que finalement, c'est effectivement un entremetteur qu'on appelle un médiateur, une personne, un intermédiaire. Ça peut être aussi un professionnel du bâtiment qui vient expliquer que le CA prend une décision pour protéger l'étanchéité d'un toit, par exemple. L'architecte, l'ingénieur explique, voici noir sur blanc ce que ça fait, que ceci, que cela. Ça aussi, ça a un impact et ça ajoute à la crédibilité. M. Séguin, une auditrice pose la question, je vais répondre je vais répondre, mais je vais vous laisser l'aspect légal. Elle dit les administrateurs devraient remettre aux propriétaires qui le demandent les documents de la copropriété qui sont au registre, par exemple les états financiers, que sais-je, des travaux qui ont été faits, voire des factures. Alors, la réponse, c'est oui. Les administrateurs qui refusent de remettre ces documents aux propriétaires qui les demandent agissent comme soit qu'ils ne le savent pas qu'ils doivent les remettre. J'ai entendu des histoires d'administrateurs qui disaient c'est pas de vos affaires, on ne vous remettra pas ces documents, alors qu'en fait, les propriétaires sont tous liés au même immeuble. Ils doivent eux aussi savoir ce qui se passe dans leur immeuble. Ils ont le droit de savoir, moyennant un délai, moyennant des frais de bureau. Maître Séguin, est-ce que c'est aussi bête à dire que ça? Est-ce que des administrateurs qui refusent de remettre les documents du registre, les documents demandés, peuvent être poursuivis? Et si c'est le cas, c'est malheureux pour une histoire aussi simple que ça. Oui, et puis encore une fois, ça dénote vraiment un manque en fait de connaissances. Il faut qu'on remette les documents qui sont inclus dans le registre. Puis de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que les administrateurs vont tout numériser. Donc pour eux, ça va être beaucoup plus facile s'ils ont déjà tout par exemple, dans un Dropbox, là, puis ils pourraient tout simplement transmettre l'information aux copropriétaires sur demande, en fait. Là. On n'est pas obligé de tout transmettre à tous les copropriétaires à chaque fois qu'il y a un document qui est inclus. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que sur demande, effectivement, les administrateurs doivent transmettre tout ce qui est dans le registre de la copropriété. Donc, à ce moment-là, on pourrait le faire là, de façon électronique, ce qui économiserait pour tous beaucoup de temps. On le sait là, qu'il y a souvent, il y a des copropriétés qui sont un petit peu plus âgées, puis là, ça fait beaucoup de documents, là, mais généralement, ce qui est demandé par les copropriétaires, c'est les 3 dernières années ou les 7 dernières années pour vraiment avoir un topo, là, par exemple, sur certains sujets. Donc, effectivement, il faut qu'on transmette tous ces documents-là. Puis, si je peux me permettre aussi de revenir sur la médiation, là, tantôt, oui. Mme Couture en discutait. Oui. Je trouve que c'est tellement important. Puis, la pratique en droit, là, on le voit, on pousse de plus en plus pour aller en médiation parce qu'on économise de cette façon-là, dans la majeure partie des cas, énormément de coûts, énormément de temps, mais surtout énormément d'énergie. C'est de l'énergie très négative là, quand on voit qu'il y a un processus d'harcèlement là, à travers les années. C'est difficile de dire justement à la personne qui est harcelée, bien écoute, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas en médiation? Mais généralement, ce que les gens ont comme constatation une fois qu'ils sont en médiation, c'est qu'ils disent, bien écoute, tout ça, là, ça a commencé. Finalement, je comprends maintenant d'où ça a commencé. Puis finalement, souvent, c'est tout simplement une problématique de communication dès le départ. Puis là, bien, ça s'escalade parce qu'avec le temps, on est frustré après notre voisin, puis là, on se chicane. Puis donc, de rétablir la communication, on ne le dira jamais assez, là, dans une copropriété, c'est vraiment essentiel. Donc, d'avoir un médiateur qui est accrédité. Personnellement, je ne suis pas médiatrice, mais j'ai accompagné à de nombreuses reprises mes clients lors de médiation parce que oui, ça, c'est vraiment, en fait, méconnu, mais les avocats des deux parties peuvent être présents lors de la médiation, puis à ce moment-là, guider leurs clients, puis les aider. On peut faire des caucus à ce moment-là avec nos clients de façon séparée ou avec le médiateur. Et puis, tout ça, c'est un processus qui est confidentiel. Donc, ça reste à l'intérieur d'une salle et puis on n'a pas le droit d'en discuter à l'extérieur. Donc,
moi, je trouve que c'est vraiment un outil qui est fabuleux, là. Le médiateur devrait être contacté beaucoup plus rapidement dans le cadre de plusieurs litiges en droit de la copropriété. Le Code de procédure civile, corrigez-moi si je me trompe, M. Séguin, j'oublie peut-être le terme, je ne suis peut-être pas dans le bon terme, vous me corrigerez, maintenant encourage les parties à favoriser la médiation et l'arbitrage avant d'aller au tribunal, parce qu'on désengorge les tribunaux et on peut même régler des litiges beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Les attentes sont beaucoup moins longues. C'est bien le Code de procédure civile, n'est-ce pas, M. Séguin? Exactement. Donc, depuis la réforme, effectivement, on demande aux avocats, puis même dans les premières étapes d'un dossier, on va demander aux avocats de l'écrire carrément dans ce qu'on appelle un protocole de l'instance. Donc, si on a discuté en fait, ce n'est pas tout simplement de médiation ou d'arbitrage, ça, c'est tout simplement deux façons de faire, là, mais en fait, on demande aux parties si elles ont considéré les modes alternatifs de règlement. Donc, les modes alternatifs de règlement, effectivement, la médiation, l'arbitrage en font partie, mais on parle également de séances de conciliation. Ça peut être tout simplement qu'on se parle, qu'on essaie de régler à l'amiable le dossier, on signe une entente de confidentialité, on se rencontre, toutes les parties, les avocats dans une salle, on essaie de régler le dossier à l'amiable. Ça se fait de plus en plus. Je vous dirais qu'à peu près 90% des cas, aux dernières nouvelles, se règlent avant qu'on obtienne un jugement. Donc, c'est énorme, là. La majeure partie des dossiers se règlent à l'amiable. On ne se rend plus procès. Il y a un site web que les auditeurs peuvent consulter, médiation arbitrage en copropriété en un seul mot.ca. Vous pouvez, sur ce site, obtenir toute l'information utile et nécessaire au phénomène de la médiation. Des auditeurs nous demandent, ensuite je reviens à vous Valérie, M. Séguin, les auditeurs nous demandent, est-ce que c'est cher? Je crois que c'est beaucoup moins cher que d'intenter une procédure judiciaire. Je crois que c'est beaucoup moins cher, M. Séguin. En général, oui. C'est surtout qu'à longue, en fait, c'est là où on accumule beaucoup de frais. Donc, si on doit aller à procès, par exemple. Mais effectivement, généralement, c'est moins cher. Si la médiation est un succès, évidemment, à ce moment-là, généralement, on va payer beaucoup moins d'honoraires que si on doit aller, par exemple, en Cour du Québec ou en Cour supérieure. Et puis, donc, c'est ça, en fait, il y a beaucoup de frais de moins qu'on a à débourser. Puis, évidemment, on doit également à payer les timbres judiciaires au gouvernement, là, si on est capable de régler en médiation dès le départ. Et puis, l'arbitrage, si la médiation ne fonctionne pas, on peut aller en arbitrage et ça ressemble, je ne suis pas juriste, là, mais je le dis, M. Séguin est là pour me corriger, ça ressemble à un tribunal et c'est une décision qui est sans appel également. Une fois que la décision est prise en arbitrage, c'est au même titre qu'au tribunal, sans appel, n'est-ce pas, M. Séguin? Exactement. En fait, ce qui arrive, c'est que généralement, il faut vraiment qu'on étudie les déclarations de copropriété, mais généralement, on va le dire dans la déclaration de copropriété pour quel type de litige on doit faire appel à un arbitre. L'arbitrage est moins utilisé, là, si on n'est pas tenu de le faire, bien, à ce moment-là, l'arbitrage est souvent moins utilisé parce que c'est très onéreux. En fait, l'arbitre qui rend la décision va être payé généralement là, par les parties. Donc, il faut penser que le juge va être payé par l'État, alors que l'arbitre va généralement être payé par les parties. Donc, c'est sûr que pour les parties, c'est beaucoup plus dispendieux. Oui, effectivement. Valérie Couture, est-ce que vous voyez souvent des cas de médiation dans les copropriétés que vous gérez? Bien, ça commence, effectivement. C'est plus quelque chose qui est mis de l'avant quand il y a une situation qui se produit. Même certains de nos avocats avec qui on travaille vont nous recommander ceci. Donc, c'est certain qu'on peut faire appel à l'arbitrage ou de plus en plus à la médiation. Et tout ce qu'on veut, en fait, c'est de prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que la situation peut être réglée le plus rapidement possible et que les gens, les coûts, les énergies, comme disait M. Séguin, sont vraiment placés au bon endroit. Oui, tout à fait. Alors, comme je l'ai montré, je vais le remontrer aux auditeurs sur condolégal.com. Vous allez dans la section Vos droits, fiches pratiques sur la page d'accueil et vous descendez jusqu'à médiation en copropriété. C'est une fiche pratique. Elles sont toutes faites avec rigueur, avec minutie. Et vous allez apprendre un tas de choses sur la médiation. Également, sur l'arbitrage en copropriété, donc dans la section de vos droits sur le site web condolégal.com.
Je reviens au harcèlement, Maître Séguin. Je reviens au harcèlement parce que c'est quand même un aspect très important de la vie en copropriété. Il ne faut pas être victime de harcèlement, il ne faut pas harceler, hein? Qu'on soit administrateur, qu'on soit Oui. copropriétaire, il faut se garder de faire ça parce qu'on peut vraiment alourdir l'atmosphère. Vous dites que le harcèlement en copropriété peut aussi résulter d'un copropriétaire en perte d'autonomie. Ces personnes peuvent notamment provoquer un dégât d'eau, par exemple, parce que leurs capacités cognitives sont moindres. Lorsque d'autres peuvent aussi faire du tapage nocturne sans s'en rendre compte. Et lorsque d'autres copropriétaires leur parlent de leurs inaptitudes, entre guillemets, eh bien, elles peuvent se faire littéralement agresser verbalement et même physiquement. On le voit de plus en plus, en fait, M. Cellier. Hein, la population, on le sait, devient de plus en plus âgée. Les gens vendent beaucoup leurs maisons parce qu'ils ne sont plus capables de les entretenir et puis déménagent dans des copropriétés parce qu'ils sont toujours capables physiquement d'une copropriété, mais évidemment, c'est l'idéal parce que finalement, généralement, on n'aura pas autant d'escaliers à monter, ça va être sur un palier. Donc, il y a de plus en plus de personnes âgées, finalement, là, qui vendent leur maison pour aller vivre en copropriété. La problématique, c'est qu'avec le temps, plusieurs personnes sont en perte d'autonomie. Et puis, ce qu'on voit, c'est que plutôt que d'en faire le constat, ce qui est très difficile, là, on va se le dire, il y a beaucoup de voisins qui en souffrent énormément parce que justement, ces personnes-là vont commencer à les harceler quand ils vont commencer à dire, ben écoutez, on se rend compte que vous avez fait des dégâts d'eau, il y a de l'eau qui coule de notre plafond. Puis là, ces personnes-là vont dormir le jour, vont faire énormément de bruit la nuit, n'entendent pas nécessairement tout le bruit qui est fait. Donc, c'est ça. Puis là, ensuite, ces gens-là vont aller dans le corridor, puis c'est ça, il y en a beaucoup là, qui vont être agressifs envers les personnes qui vont relater ces problématiques-là. Donc, généralement, dans ce type de dossier-là, ça va être important, encore une fois, là, que vous preniez en note tous les agissements de la personne parce que ça peut être problématique aussi pour de cette personne-là de vivre dans une unité alors qu'elle n'est potentiellement plus apte. Donc, généralement, quand il va y avoir le tapage nocturne, quand il va y avoir les agressions, par exemple, l'exemple justement que je vous donnais de la voisine là, qui avait arrosé avec une arrosoir son voisin, ben, c'était une personne âgée qui était en perte d'autonomie. Donc, à ce moment-là, je ne vous dis pas de contacter automatiquement, contacter un avocat, mais il y a des clients quand même à qui j'ai parlé, puis finalement, on a contacté ensemble les services de police de la ville pour qu'éventuellement, les policiers puissent aller voir l'état de la dame en question et puis potentiellement contacter les services sociaux pour que vraiment une évaluation de son état de santé soit faite, puis s'assurer qu'elle n'est pas un danger pour les autres copropriétaires et puis pour elle-même. Mais effectivement, ces gens-là peuvent effectivement, souvent, là, ce qu'on voit, c'est que ces gens-là vont commencer à harceler les personnes qui vont relater les problématiques de santé qu'elles ont. Ouais, Valérie Couture, justement, vous qui gérez plusieurs syndicats de copropriétaires, est-ce que vous devez faire face, est-ce que vous êtes confronté à cette situation où les copropriétaires dans un immeuble, plusieurs copropriétaires sont en perte d'autonomie et ne connaissent personne, sont seuls au monde? Qu'est-ce que les administrateurs peuvent faire pour gérer cette situation-là? Parce qu'ils doivent la gérer, la situation, mais ce n'est pas toujours facile. Non, effectivement, puis c'est pas rapide non plus. On ne peut pas faire intervenir. Comme Maître Séguin disait, on peut faire intervenir la police. Après ça, on peut faire intervenir les services médicaux, dans un premier temps, les paramédics, quand c'est à plusieurs reprises. Mais souvent, c'est très, très triste de voir des fois que les gens vont se ramasser dans un état de perte d'autonomie qui va faire que il y a un niveau de salubrité dans l'appartement qui n'est plus convenable. Et là, ça devient difficile. Des fois, on a des enfants qu'on peut appeler, des fois, ils sont loin. On avait une situation, la personne était très loin à l'extérieur du pays, c'était compliqué. Une autre situation que la dame était avec ses animaux, ça l'a énormément brisé le condo, il a fallu la faire évincer, tout ça. C'est très difficile. L'administrateur, là, en fait, c'est que les gens doivent régler toutes les situations. Autant la perte d'autonomie, autant une situation d'un drame familial, parce que ça arrive aussi en copropriété, des interventions policières. Des fois, on a une situation dans un syndicat où le monsieur est très âgé, puis il a décidé qu'il tombait en grippe contre une copropriétaire.
il a déposé quelque chose sous sa voiture, la madame ne l'a pas vu, est partie, ça a brisé la voiture, ça a brisé la pièce qui avait été mise en dessous. C'était vraiment de mauvaise foi, mais des fois, nous, comme gestionnaires et mes administrateurs, comment réagir? On doit réagir, mais on ne veut pas non plus taper sur quelqu'un qui pourrait être en état de ne plus décider ou des choses comme ça. Ouais. Ces côtés-là, du côté des administrateurs, c'est plus facile d'émettre une amende que de régler des situations qui sont plus ou moins, qui sont très humaines et très difficiles. Oui, puis parce que c'est malheureux, parce que ces gens qui sont en perte d'autonomie, en perte cognitive, qui, par exemple, peuvent être atteints de la maladie de l'Alzheimer, ont été autrefois des personnes normales, fonctionnelles, comme tout le monde, là. Et là, tout à coup, elles se retrouvent en situation de détresse psychologique, même physique, et ne savent pas à qui s'en remettre parce qu'elles n'ont personne, elles sont seules. Bref, ça crée une insécurité énorme. Cela dit, vous disiez que les administrateurs doivent tout administrer, s'occuper de tout. J'en sais quelque chose parce qu'en plus d'être rédacteur en chef du magazine Condo Liaison et d'animer cette web radio, entre autres, et de travailler pour condolégal.com, je suis administrateur de ma copropriété. J'en sais quelque chose. Tout à fait. Alors, quand vous le dites, ça me rejoint. Justement, je voulais parler des administrateurs parce que l'émission traite des copropriétaires harceleurs, mais aussi des administrateurs abuseurs. Il y a de très bons administrateurs. Il y a des administrateurs qui, malheureusement, méconnaissent leur rôle, ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non, parce que personne ne leur a dit, puis ils sont livrés à eux-mêmes d'une certaine manière. Mais il y a aussi des administrateurs qui, non seulement ne savent pas comment administrer, mais sont ce qu'on appelle des dictateurs, là, entre guillemets, là, des personnes qui se croient finalement investies de tous les pouvoirs et en abusent. Roi et maître. Comment? Roi et maître, voilà, roi et maître. Alors, ils sont, comment dirais-je, ils administrent arbitrairement, ils créent des règlements maison tout à coup, ils décident qu'ils n'aiment pas un copropriétaire ou l'autre, et ils font des traitements de faveur, mais d'autres sont défavorisés. Ça se voit, ça, Valérie, non? Oui, ça se voit et je suis contente de dire cette phrase-là, de moins en moins, parce que les gens sont de plus en plus informés. Ce qu'on fait ce soir, les gens l'écoutent, les gens vont le reprendre en diffusion, nos administrateurs vont s'informer, vont comprendre. Il y a plein d'activités qui sont organisées maintenant pour les conseils d'administration et vraiment, la plupart des gens travaillent très fort pour devenir administrateur, pour faire un bon travail, etc. Mais le petit pourcentage, écoutez, oui, des fois, on a affaire avec des gens qui sont complètement à côté de la voie qui doit être prise pour un administrateur. Et ça, c'est pas facile à des fois détrôner, parce que moi, des fois, je pense qu'il y a un trône, mais ce n'est pas facile. Et tantôt, il y avait une dame qui posait une question, que faire quand ça change trop rapidement, tout ça. Ben, c'est sûr que des fois, les gens sont habitués avec lui, il mettait tout le monde dehors qui rentrait ou des choses comme ça. Puis, ils sont habitués comme ça, mais c'est pas ça. Et c'est pas ça le travail de l'administrateur. On ne lui demande pas ça comme tâche. On lui demande de gérer l'immeuble et de se faire aider, soit par des avocats, par des conseillers, par des gestionnaires, etc. Mais ça arrive qu'il y en a qui sont très lourds. Très rigides et on les subit, là. Maître Séguin, on les subit carrément. Maître Séguin, tout à l'heure, il y a une question qui a été posée que je rattrape maintenant à propos des administrateurs. Que faire? Une copropriétaire demande que faire avec des administrateurs qui sont tellement agressifs, vindicatifs, qu'ils peuvent entraîner un syndicat dans une poursuite non désirée qui aurait pu être évitée, là. C'est sûr que si on se rend compte que, bon, on est capable de discuter, tant mieux, on le fait, mais des fois, il y a des stades où on voit que la personne, il n'y a plus aucune discussion qu'on peut avoir avec elle, que clairement, elle est déraisonnable et puis qu'elle abuse finalement de son pouvoir. Si on voit qu'il y a réellement des problématiques graves qui peuvent vraiment affecter
grandement la copropriété, à ce moment-là, c'est sûr qu'on peut s'adresser aux tribunaux pour demander la destitution de cet administrateur-là. Je donne un exemple, si l'administrateur commet des actes criminels et puis là, par exemple, il fraude la copropriété, puis que là, on le sait, ben, à ce moment-là, on pourrait demander, il faut s'adresser à la Cour supérieure et puis demander la destitution là, de l'administrateur. C'est sûr que encore une fois, là, en termes de pratico-pratique, ce que beaucoup de gens préfèrent faire, c'est tout simplement attendre, discuter en fait avec les autres copropriétaires, leur faire part des problématiques qui ont lieu. Là, je ne vous parle pas des cas extrêmes là, comme la fraude. Là, il faut vraiment agir très rapidement. Oui. Mais si c'est des trucs qui sont plus mineurs, à ce moment-là, ce que les copropriétaires peuvent faire, c'est tout simplement en discuter entre eux, puis justement, soit convoquer une assemblée générale extraordinaire pour le faire destituer, ou bien tout simplement, là, à la prochaine assemblée générale annuelle, s'assurer qu'on aura assez de votes finalement là, pour que cet administrateur-là ne le soit plus. Et là, c'est bien, il y a des excusez-moi de vous interrompre, je poursuis dans le fil de votre idée. Il y a des administrateurs qui font tellement peur, qui terrorisent les copropriétaires au point où les copropriétaires n'osent plus rien faire. Ils ne vont plus aux assemblées générales annuelles parce que là, c'est tellement toxique que c'est invivable, que l'air, l'oxygène est épouvantable. On ne respire plus. Ils ont peur parce que ces administrateurs sont presque des quirulents. Là. Ça arrive, ça aussi? C'est sûr que c'est jamais l'idéal de ne tout simplement plus s'adresser aux administrateurs, de ne plus aller aux assemblées générales. C'est vraiment pas ce qu'on recommande. Au contraire, il faut continuer à s'informer parce que c'est quand même notre investissement à nous à titre de copropriétaire. Donc, il faut qu'on assiste aux assemblées générales. Maintenant, si on se dit non, regarde, physiquement, je ne suis pas capable d'y aller, vous pouvez donner votre procuration à un autre copropriétaire qui va pouvoir y aller ou tout simplement là, à votre avocat ou à quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. Il faut vraiment étudier, par contre, les déclarations de copropriété, mais justement, d'avoir quelqu'un en confiance qui pourrait y aller à notre place et qui ne se sentira pas intimidé justement par cet administrateur-là qui abuse finalement de son pouvoir. Ben, des fois, d'avoir un avocat devant nous qui nous challenge à titre de président, par exemple, ben, ça peut nous réveiller puis nous faire changer de comportement. Là. Ça peut faire réfléchir. D'ailleurs, j'ai entendu l'histoire d'une copropriété où les administrateurs étaient terrorisants. Tout le monde en avait peur. Et éventuellement, la majorité des copropriétaires se sont retournés contre eux et ces administrateurs ont quitté l'immeuble, tout simplement. Et là, ils ont pu, finalement, les copropriétaires ont pu reprendre l'air d'aller, ont pu reprendre le contrôle et assainir l'atmosphère. Donc, pour le grand bien de tous, n'est-ce pas? C'est génial, mais justement, il a fallu que les copropriétaires ensemble communiquent puis se mettent vraiment ensemble. Oui. Généralement, il y a des gens aussi qui ne vont jamais aux assemblées générales, mais c'est important quand même de leur demander qu'ils nous transmettent leur procuration pour qu'on puisse voter en leur nom. Et puis à ce moment-là, s'il y a plusieurs personnes qui vont voter pour les mêmes administrateurs, c'est plus facile d'avoir des administrateurs qui ont de l'allure dans le fond, là, qui vont représenter tous les copropriétaires finalement qui se faisaient terroriser. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Puis c'est plus facile aussi dans le cadre de grosses copropriétés nombreuses que dans des petites copropriétés où il y a plus de clics. Puis c'est plus difficile finalement là, d'aller chercher le pouvoir quand on est, par exemple, seulement que trois unités là, dans la copropriété. Ça va être très difficile à faire. Oui, mais moi, je dirais aux auditeurs, en tout cas, que la peur est une mauvaise conseillère. C'est-à-dire que, comme vous disiez, M. Séguin, il y a quelques minutes, c'est le bien de tous et tout le monde doit s'en occuper. Et personne n'a le droit d'imposer des règles absurdes, des règles qui n'ont aucun sens. On parle d'un appartement, on parle de l'investissement le plus important dans la vie d'une personne ou d'un couple ou que sais-je. Alors, je crois que la peur est une mauvaise conseillère et que si les copropriétaires se rallient, on peut renverser la situation, n'est-ce pas, Valérie Couture? Tout à fait. Et comme M. Séguin l'a dit, les copropriétaires ont beaucoup de droits. Il faut qu'ils les prennent en main. Il ne faut pas qu'ils les délaissent, ces droits-là. L'Assemblée générale, habituellement, c'est la seule fois où le conseil d'administration rend ses comptes à ses copropriétaires. Donc, de grâce, présentez-vous, soyez là. Et on a la difficulté à avoir les quorums dans les syndicats. Et ceci étant dit, je crois que nos administrateurs, la plupart des gens travaillent très, très fort, s'investissent énormément. C'est très ingrat comme travail. Comme travail. Et je dirais aux copropriétaires qui nous écoutent, pour en savoir quelque chose, la copropriété dans laquelle Comment?
J'allais dire, présentez-vous, vous allez le savoir. Oui, c'est ça. Allez-y, vous allez voir ce que c'est. Comme on dit, c'est comme aller au bat un peu, aller Oui. au marbre. Mais non, en fait, je dirais que dans notre copropriété, nous avons la chance d'avoir des copropriétaires très raisonnables. Mais quand même, il reste que tu reçois des fleurs, mais tu reçois des pots aussi. Tu dois vraiment gérer. Quelqu'un m'a dit un jour que être administrateur, disons, prenons l'exemple d'un immeuble de 20 unités. Alors, vous êtes administrateur de 20 maisons. C'est C'est ça. comme si, De 20 familles. comment? De 20 familles. De 20 familles, voilà. Alors, ça peut arriver de tout bord, de tout côté. Il arrive des imprévus. Les administrateurs, souvent, comme vous le dites, c'est un rôle ingrat être administrateur. Et les copropriétaires qui veulent en savoir plus sur la tâche d'administrateur, peut-être devraient aller de l'autre côté de la clôture pour évaluer, mieux comprendre ce que c'est. Et probablement que leur perception, leur perception changerait pour certains. Là. Mais je ne dis pas que tous les copropriétaires sont méchants avec l'administrateur, loin de là. Je pense qu'il y a des copropriétaires très raisonnables, il y en a beaucoup. Et quand on parle des problèmes vécus en copropriété divise, est-ce qu'on s'entend pour dire que ce n'est jamais la majorité, mais c'est que c'est une minorité qui ne devrait pas exister finalement. M. Séguin? Non, tout à fait. Puis, mais en fait, l'important là-dedans, là, c'est vraiment de se dire que les administrateurs ont un rôle qui est hyper important. Donc, il ne faut pas le sous-estimer. Puis justement, le harcèlement, là, juste pour reprendre là, notre discours d'aujourd'hui, il ne faut pas, à cet administrateur, se laisser faire. Là. Il faut vraiment agir rapidement. Pour avoir moi-même vécu là, personnellement, en fait, personnellement, je veux dire, à titre d'administratrice d'un immeuble, là, j'ai déjà eu à gérer des situations comme ça, un concierge qui avait harcelé sexuellement une copropriétaire, mais il faut pas attendre, il faut vraiment agir rapidement. Donc, nous, dans notre cas, finalement, là, on a congédié la personne parce que clairement, c'était fondé. Puis, il ne faut pas donc attendre, puis vraiment, évidemment, il faut qu'on pose des questions, mais ce que je veux dire, c'est que à titre d'administrateur, c'est notre tâche d'agir. Puis, c'est difficile sur le coup, mais en fait, par après, là, on est vraiment content du travail qu'on a effectué avec l'aide de notre gestionnaire, avec l'aide de notre avocat. Donc, c'est super important d'aller de l'avant. Madame Couture, vous êtes d'accord pour dire que, à la lumière de la gestion des copropriétés dont vous êtes responsable, que ce n'est pas la majorité des cas qui sont un problème. D'ailleurs, juste avant de vous laisser commenter là-dessus, les gens nous disent, pour être administrateur, il faut faire preuve de patience, de diplomatie. Puis il faut savoir encaisser aussi. Parce que quand on est félicité, on est content, mais le lendemain, on peut se faire dire on peut se faire critiquer quelque chose. Donc, Valérie Couture, vous êtes d'avis que ce n'est pas la majorité des copropriétés qui vivent l'enfer? Non, pas du tout. Et je suis très d'avis que la grande majorité des administrateurs font vraiment un travail exceptionnel de façon bénévole, et je le dis bien, malgré que dans certaines grosses copropriétés, ils ont une rémunération, mais qui est très symbolique parce que ça n'équivaut jamais à tout l'investissement de temps que ces gens-là mettent. Mais ceci dit, ils ont une responsabilité. Et c'est toujours la responsabilité de prendre le moins de chances possible et d'éviter toute possibilité de poursuite contre son administration. Parce que c'est l'assureur qui ne veut pas voir quelque chose, c'est une poursuite contre ses administrateurs. Non, parce que les administrateurs, d'ailleurs, devraient souscrire une assurance d'au moins 2 millions, n'est-ce pas? Yes. C'est un minimum. Alors, puis évidemment, les administrateurs ont une lourde responsabilité. Certains ne réalisent pas à quel point c'est lourd et c'est quelque chose d'être administrateur. Ce n'est pas seulement de payer les comptes recevables, ce n'est pas seulement de mandater le paysagiste l'été puis le déneigeur l'hiver. C'est beaucoup plus que ça. C'est notamment que l'immeuble soit assuré correctement. Là, on parle d'unité de référence. On parle avec l'adoption du projet de loi 16, on vient d'alourdir aussi la tâche des syndicats qui ont beaucoup de choses à faire, le fonds d'auto-assurance qui s'en vient, enfin bref, tout le reste. Je ne vous énumérerai pas toute la nomenclature des choses qui s'en viennent, mais c'est quand même quelque chose et des administrateurs le font bénévolement. Prenons l'exemple de l'unité de référence. Nous avons passé, je crois, en termes d'heures, je ne saurais le dire, mais des fins de semaine entières à faire une unité de référence rigoureuse, exhaustive, sans oublier quoi que ce soit. Je pense qu'il faut
lever le chapeau et dire aux administrateurs bravo. Il faut les féliciter pour ce qu'ils font. Tout à fait. Je parle de ceux qui s'impliquent, qui s'engagent à fond et qui le font malgré un travail le jour, malgré des enfants, malgré que sais-je encore, ils le font. Alors, je pense qu'il faut les féliciter. En fait, en sous-entendu, je me félicite. Non, c'est pas vrai. Oui, mais tout à fait. Hein, il faut vraiment les féliciter pour tout le travail qu'ils effectuent. Oui. En même temps, c'est excessivement gratifiant d'être administrateur. Donc, il ne faut pas. Là, aujourd'hui, on parle du négatif, mais on s'entend que ce n'est pas juste du négatif être dans une copropriété. Oui. C'est vraiment agréable. On a des voisins extraordinaires. Il y a plein de projets en commun qu'on fait. Puis, à la fin de la journée, l'administrateur, là, parce qu'il se dit, ben, tu sais, je suis en train de faire fructifier mon investissement, puis je suis en train de bien gérer. Puis justement, des fois, quand on voit que c'est trop lourd, la gestion et tout ça, c'est là qu'il faut déléguer, en fait, à des personnes à l'externe. Donc, soit des avocats, soit des gestionnaires, ou tout simplement, là, des fois, d'avoir un concierge, ça peut tellement aider parce qu'on n'a pas à nous-mêmes là, nettoyer les aires communes, tondre la pelouse. Donc, ça peut créer aussi beaucoup de frustration à l'interne parce qu'il y a des copropriétaires qui préfèrent payer et ne pas, eux, se lever le samedi matin pour aller sortir, ben, pas le samedi matin, mais durant la semaine, là, le matin pour aller sortir des poubelles ou tout simplement nettoyer la fin de semaine les poubelles. Ça ne leur tente pas. Donc, c'est ce qui est bien, en fait, en copropriété, d'être plusieurs personnes qui mettent leurs efforts en commun ou leurs ressources en commun. Là. Donc, les administrateurs, c'est excessivement gratifiant aussi là, pour eux d'en faire partie. C'est vrai, Maître Séguin, ce que vous dites, il y a un côté très gratifiant. Chez nous, il y a beaucoup de gens qui nous remercient pour toute l'énergie déployée, et ça, on l'apprécie énormément. Mais justement, Maître Séguin, pour donner suite à ce que vous dites, je bascule vers Valérie Couture. Les administrateurs qui en ont plein les bras, à un moment donné, ils doivent se dire, on devrait peut-être faire appel à un gestionnaire, mais pas n'importe quel gestionnaire. Il faut le choisir, ce gestionnaire, parce que les administrateurs sont aux commandes et donnent le mandat au gestionnaire d'exécuter ce qu'il demande. Et par contre, le gestionnaire peut aussi jouer un rôle conseil. Donc, Valérie Couture, l'importance de bien choisir son gestionnaire. Je vais vous entendre là-dessus. Oui, tout à fait. C'est très important parce que le gestionnaire ne prendra aucune décision. Le gestionnaire va exécuter les commandes du conseil d'administration. Il faut que ça soit un travail d'équipe qui se fasse. Parce qu'on ne peut pas. Moi, je pense que ce qui est important quand on embauche un gestionnaire comme administrateur, il faut qu'on ait le goût de travailler avec cette personne-là, avec cette équipe-là, parce qu'il faut avoir une équipe aussi, pas juste être une personne. S'il arrive quelque chose, on n'a plus de ressources. Mais effectivement, tous les compagnies de gestion ont différents forfaits dans le sens où même une petite copropriété peut avoir accès. Moi, je conseille, je fais beaucoup de coaching juste par téléphone ou par visioconférence avec des administrateurs qui n'ont pas de forfait de gestion, mais on est comme les avocats, on leur charge à l'heure pour les aider à organiser des moyens, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans certaines situations et tout ça. Donc, oui, c'est important de bien choisir la bonne personne, les bonnes compétences. Et c'est la même chose dans n'importe quel. Il faut choisir le bon fournisseur de gazon, il faut choisir tout le monde, le bon avocat et tout ça, pour s'entourer de bonnes personnes et d'avoir les ressources au bon moment. Oui, effectivement. D'ailleurs, une personne nous dit « J'adore être administratrice, mais la responsabilité par rapport à l'investissement de tous est parfois anxiogène. » Et ça, c'est le bon terme, anxiogène. Oui, absolument. Parce que c'est vrai que les gens deviennent, moi je dis souvent, certains administrateurs dans les petites copropriétés deviennent, ils rentrent chez eux, mais ils ne sont plus chez eux parce que ça peut sonner à toute heure du jour pour savoir quelque chose, pour avoir un double de clé à 11 heures qui est perdu, etc. Je la comprends, la dame, de dire que ça devient anxiogène parce que des fois, ce n'est pas toujours simple. C'est ça. Surtout qu'elle ajoute, surtout quand la majorité des copropriétaires ne sont pas conscients de tout ce que cette tâche bénévole en lettres majuscules exige. Et oui, tout à fait, on peut comprendre. Alors, une autre personne nous dit un peu de marketing pour leur donner le goût d'essayer. Non, je veux juste dire que je l'ai dit, c'est un travail d'équipe, puis tout ça, et qu'il y a plein de bonnes firmes. Moi, je suis sur le comité des gestionnaires du Québec avec mes gens qui sont dans la gestion, qui offrent les mêmes services, tout ça. Il faut trouver quand on a besoin. Et n'hésitez pas, attendez pas d'être au bout du rouleau puis de ne plus avoir d'administrateur parce que, c'est quelqu'un qui va corriger, on est obligé d'avoir un CA. Le gestionnaire ne remplace pas le CA. Donc, attendez pas d'être au bout du rouleau. Il y en a qui, des fois, ils m'appellent et ils me disent là, qu'est-ce que vous faites si on n'a plus d'administrateur? On est trop tard, là. Trop tard.
Mais Si je peux me permettre également, justement, pour reprendre ce que Mme Couture expliquait, Oui. des fois, c'est juste aller chercher aussi des ressources pour qu'on puisse avoir de la part d'un gestionnaire des trucs. Par exemple, la personne qui se fait tout le temps appeler à n'importe quelle heure de la journée au bureau, puis que c'est une job qui est bénévole, on s'entend, là, puis finalement, on se retrouve avec un emploi qui est quasiment plus prenant à titre d'administrateur alors que c'est bénévole que notre emploi régulier. Bien, à ce moment-là, le gestionnaire pourrait donner certains trucs du genre vous voulez contacter l'administrateur la semaine, ça va être seulement par courriel. Ça va être un courriel maximum par jour, pour les gens qui en envoient plusieurs, ou un courriel par semaine où vous allez vraiment énumérer là, tous vos points. Mais c'est juste d'aller chercher des petits trucs comme ça pour être plus efficace, puis aussi pour se rendre la vie plus facile, plus agréable. Tout à fait, oui. Ça, c'est vraiment important. Un auditeur nous demande comment devenir gestionnaire. Alors, j'ai des bonnes nouvelles pour vous, cher monsieur. Vous pouvez aller à l'ESJ UQAM. Alors, si je peux reprendre le flambeau ici, je ne sais pas si je suis au bon site, mais en fait, vous allez à l'ESJ UQAM, formation en copropriété. Ils se donnent des formations juridiques, des formations comme gestionnaire. Je vais juste aller partager l'écran pour que les auditeurs puissent voir. Alors, vous allez ici, voilà, programme de formation en gestion de copropriété. C'est à l'ESJ UQAM. Alors, l'adresse est en haut, vous la voyez ici. Vous y allez et puis c'est une formation donnée par d'excellentes personnes, par des gestionnaires aguerris, dont David Ménassier, je crois, est encore gestionnaire à la GUQAM. Donc, allez-y, vous y allez et vous allez recevoir une excellente formation, n'est-ce pas? Valérie Couture, vous êtes formée, je présume? Vous avez une formation en gestion? Moi, j'ai fait la première cohorte avec Maître Jolicoeur, qui n'est pas là ce soir, que j'aurais salué grandement, qui travaille avec Maître Séguin. Moi, je fais partie de la première cohorte. À l'époque, ça se donnait à McGill. Donc, j'ai été sur le premier cours de gestion de copropriété et ça a été par toutes sortes de personnes compétentes, très intéressantes, avec qui maintenant on fait le travail dans le marché. David Menassier était un de mes professeurs, oui, etc. Oui. Oui, tout à fait. Donc, oui, je réfère la personne qui veut devenir gestionnaire et qui m'appelle, cette personne-là, dame ou monsieur, je pourrais donner plus de détails sur qu'est-ce que c'est le métier de gestionnaire, ça me fera plaisir. Oui, alors, est-ce qu'il y a, comment ces personnes peuvent vous joindre, Valérie, par courriel, par téléphone? Courriel sur notre site Internet à Condo Stratégiste et je vais répondre à ces questions, ça me fera plaisir de prendre ce temps-là pour décider d'aller dans le métier ou pas. On va aller voir justement, juste pour que les gens voient. Donc, Condo Stratégie, si on tape ici sur Google, on reprend Google ici, Condo Stratégie. Avec que les gens puissent voir avec un S, c'est bien ça? Oui. Ah, j'ai oublié un T ici, on va remettre un T. Voilà. Condo Stratégie, gestionnaire de copropriété. Alors, on peut envoyer ses coordonnées par notre site web. Voilà, vous avez entendu ce que Valérie a dit. Vous contactez Valérie Couture par l'entremise de Condo Stratégie et elle vous donnera les clés du savoir, si vous voulez, en matière de gestion de copropriété. C'est ça. 20h31, on a dépassé un peu le temps, mais c'était passionnant. On aurait pu faire, comme on a déjà dit, Valérie, on aurait pu faire 3 saisons, 12 épisodes chacun sur le sujet. Mais on va y revenir parce qu'il y a des choses à dire encore. On n'a pas épuisé le sujet loin de là et on pourra le refaire avec les mêmes invités. Valérie Couture, gestionnaire de copropriété chez Condo Stratégie. Vous êtes, je crois, est-ce que je me trompe, la fondatrice ou la cofondatrice? Voilà. Oui. Et Maître Émilie Séguin, je n'ai pas mis son cabinet, mais c'est le cabinet Terrien Couture Jolicoeur. Alors, j'encourage les gens qui ont besoin de consulter sur le plan légal à le faire chez Terrien Couture Jolicoeur. Vous tapez ça sur Google et vous allez tomber sur le site web et vous allez même voir, si vous le désirez, la fiche de Maître Émilie Séguin dans le site web lui-même. Donc, merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. Ce fut très intéressant et on se reprend très prochainement. Alors, je vous dis bonsoir et à la prochaine. Ça fait un plaisir. Bonne soirée à tous. Bye bye.